Vous êtes sa femme, n'est-ce pas? Mais pourquoi il n'y a pas de photo de vous ici? » La voix était douce, presque compatissante. Et pourtant, elle m'a transpercée. J'étais debout, près du cercueil, entourée de regards curieux, de souvenirs accrochés au mur. Mais pas des miens. J'ai voulu répondre, dire quelque chose. Mais ma gorge était nouée, comme si ce que j'avais à dire n'avait jamais eu sa place dans notre histoire. Il y avait des photos partout, de ruelles anciennes, de vieillards souriants, d'enfants jouant pieds nus. Son œuvre, son regard sur le monde. Les gens s'émerveillaient, prenaient des photos, chuchotaient des éloges. Moi, je regardais en silence. Je n'étais nulle part, pas sur un mur, pas dans un cadre, juste là, en chair et en douleur. Et pourtant, j'avais tout partagé avec lui, toute la vie. Ce jour-là, j'ai senti le vide, pas seulement l'absence de son souffle ou de sa main dans la mienne, mais l'effacement, mon effacement. Comme si j'avais traversé les années en transparence, comme si mon amour n'avait jamais eu de preuves, de traces. J'ai compris que l'amour silencieux, quand il ne laisse aucune empreinte, devient oubli, et que l'oubli est une forme de mort. Je n'ai pas pleuré ce jour-là, pas devant eux. J'ai serré les mâchoires, tenu droit mon dos. Mais à l'intérieur, c'était un fracas. Une question tournait sans fin. Si je n'existe pas sur ces murs, est-ce que j'ai existé dans son cœur? Cette phrase simple, posée sans méchanceté, avait ouvert en moi une faille que je ne pourrais plus refermer. Et vous? Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir été effacé de votre propre histoire? Les murs étaient découverts. Une vie entière racontée en images. Des femmes au marché, des hommes accoudés aux fenêtres, des enfants courant sous la pluie. Des inconnus, capturés par sa lumière. Chaque photo semblait raconter une histoire, toucher une âme, sauf la mienne. Il avait offert au monde des fragments de beauté, mais jamais mon visage. Moi, j'étais celle qui regardait les regards des autres. Certains visiteurs pleuraient, émus par la tendresse de ces clichés. D'autres disaient « il avait l'œil ». Oui, il avait l'œil. Mais il avait aussi une maison, une femme, une vie partagée. Et pourtant, rien de tout cela ne figurait sur ces murs. Il avait choisi de rendre visibles des étrangers et de me garder dans l'ombre. Comme si j'avais été une coulisse, jamais une scène. Je me tenais là, au milieu d'un hommage immense, mais absente de sa mémoire exposée. On murmurait son nom, on racontait ses voyages, ses succès, ses expositions à Berlin, à New York. Personne ne parlait de notre salon, de nos repas silencieux, de mes mains qui rangeaient ses négatifs. C'était comme si j'avais existé entre les battements de son art, dans les silences, dans les marges. Alors pour la première fois, j'ai senti une colère douce monter. Pas contre lui, pas encore, mais contre cette idée que l'amour pouvait se vivre sans trace, que j'étais là, tous les jours, à le regarder immortaliser les autres, pendant que moi, je disparaissais doucement. J'ai compris que l'effacement n'est pas un accident, c'est un choix, et j'en ai été la conséquence. On s'est rencontrés en 1972. Moi, j'étais secrétaire à la mairie du quartier. Lui, il photographiait des mariages, des baptêmes, des communions. Il portait toujours cette vieille écharpe bleue, même en été. Il avait ce regard qui captait tout, même quand il ne parlait pas. Moi, j'étais jeune, discrète. J'aimais l'observer travailler, en silence. Et très vite, je l'ai aimé. Comme on aime à 20 ans, sans condition, sans question. On s'est mariés rapidement. Pas de grand festin, pas de robe de rêve. Juste quelques amis, une salle modeste et un instant volé. Ce jour-là, il a pris la première photo de moi. Devant la mairie, avec un bouquet trop grand pour mes mains. Il m'a dit que j'étais belle, mais qu'il préférait ne pas gâcher de pellicule. J'ai ri. Je pensais que c'était une blague.
je ne savais pas encore que ce serait aussi la dernière. Au début, je ne disais rien. Je le regardais photographier les autres femmes, les passants, les visages d'ailleurs. Je croyais que c'était l'art, que moi j'étais privilégiée, parce que j'avais son cœur et pas seulement son regard. Mais avec le temps, j'ai commencé à disparaître de ses cadres et de sa vie. J'étais celle qui faisait le café, qui classait ses courriers, qui répondait au téléphone. Mais jamais celle qui l'encadrait. J'aurais pu demander, supplier même, une photo de nous, une image, une preuve. Mais à chaque fois que j'approchais le sujet, il éludait. Il disait « Tu sais, mon art, c'est les autres, les visages qu'on ne regarde jamais. » Et moi, pour ne pas déranger, j'ai souri. J'ai cru que l'amour, c'était ça, être en coulisses, pendant que l'autre brille sur scène. Aujourd'hui, je sais que l'amour vrai ne se cache pas. Quand je lui demandais pourquoi il ne me photographiait jamais, il répondait « Les visages inconnus ont plus à dire. » Il parlait de ruelles, de pauvreté belle, de silence poignant. Moi, j'écoutais. Je voulais y croire. C'était son art, disais-je. Et moi, j'étais sa maison, son cœur, pas son sujet. Il disait que poser, c'était tricher, que les vraies émotions étaient furtives, captées à la volée. Mais moi, je ne voulais pas poser. Je voulais juste exister. Exister dans son monde. Pas seulement dans son lit ou dans sa cuisine. Être vue, vraiment. Pas seulement aimer dans le silence. Et ce mot, inconnu, résonnait en moi. Parce qu'au fond, je devenais aussi une inconnue. Pour lui, je voulais juste être regardée. Pas posée, pas figée, juste vue. Comme ces femmes dans les marchés, ces enfants dans la pluie. Moi aussi, j'avais un monde en moi. Mais il ne l'a jamais capturé. Avec le temps, j'ai arrêté de demander. J'ai intériorisé que ce n'était pas pour moi, que j'étais peut-être trop banale, trop lisse, trop quotidienne. J'ai accepté son absence d'image comme on accepte une saison qui ne revient plus. Et j'ai rangé mon désir dans une boîte, fermée, étiquetée, ne pas déranger l'artiste. Mais aujourd'hui encore, cette boîte vibre. Elle n'a jamais cessé. Je suis devenue l'exception invisible, celle qui vit avec le photographe, mais n'existe dans aucun de ses clichés. L'ironie parfaite, j'étais la plus proche, et pourtant la plus effacée. Notre vie à deux ressemblait à une pièce sans spectateur. Moi, en coulisses, lui, sur scène. Je gérais les appels, les courriers, les agendas. Je préparais le café avant ses départs. Et chaque soir, je l'écoutais raconter les visages qu'il avait croisés. Mais il ne me demandait jamais comment j'allais. Mon quotidien restait hors champ. Je devenais experte en invisibilité. Au dîner avec ses amis artistes, je souriais, je desservais, je disparaissais. Personne ne me demandait ce que je faisais, ce que je pensais. J'étais la femme de, sans prénom, sans contour, même sur les cartons d'invitation. Vernissage de gens, photographe humaniste. Et moi? Je m'habituais au silence. Mais certains soirs, je restais éveillée plus longtemps. Je l'observais, lui, endormi. Et je me demandais, suis-je un souvenir en devenir ou une simple habitude? Il dormait paisiblement, pendant que mes pensées criaient dans le noir. Et je me disais, peut-être qu'un jour, il me verra. Pour de vrai. Ce jour n'est jamais venu. Et pourtant, je n'ai jamais crié. Pas une scène, pas un reproche. Parce que j'avais peur. Peur qu'en réclamant une place, je perde la seule que j'occupais encore. Alors j'ai tout pris sur moi. Et j'ai laissé le silence faire son œuvre. Il a sculpté notre mariage, jusqu'à me rendre invisible, même à moi-même. Il voyageait beaucoup. Des semaines à Lisbonne, des mois à Dakar, des escales à Tokyo. Il envoyait des cartes postales aux enfants, parfois. À moi, il écrivait juste « Lumière incroyable ici. Tu adorerais. »
Mais je n'y allais jamais. Quelqu'un devait rester, veiller sur les enfants, tenir la maison, tenir bon. Les photos qu'il ramenait étaient magnifiques. Des portraits saisissants, pleins de vie. Il les accrochait dans le salon. Moi, je faisais semblant de les admirer. Mais en vrai, je n'y voyais que des regards étrangers. Et une question qui me rongeait. Pourquoi eux? Pourquoi eux? Encore et toujours? Je ne disais rien. J'étais celle qui attendait, celle qui préparait le repas du retour, qui souriait poliment aux journalistes. Mais à l'intérieur, une petite aiguille tournait. Un genre de jalousie muette. Pas envers les femmes, mais envers le fait d'être regardée, choisie, capturée. Moi, je n'étais ni dans sa valise, ni dans ses clichés. Et puis, un jour, notre fils m'a demandé « Papa fait encore des photos de toi ?» J'ai ri. Pour ne pas pleurer, j'ai dit « Papa préfère photographier le monde. » Mais en moi, quelque chose s'est figé. Je savais que je n'étais plus sa lumière. Juste son ombre restait à la maison. Je crois que j'ai commencé à lui en vouloir pour de vrai, le jour où il est mort. Oui, mort comme ça, un mardi matin, entre deux clichés. Dans son atelier, assis, l'appareil encore autour du cou. Il est parti sans prévenir, sans mots, sans regard, sans me laisser l'occasion de lui dire ce que j'avais sur le cœur. Et ce que j'avais sur le cœur, c'était lourd. Je voulais lui crier « Regarde-moi, j'existe !» Mais je ne l'ai jamais fait. J'ai trop attendu. Toujours repoussé la conversation à plus tard, en pensant qu'un jour, il comprendrait, que peut-être vieillir ensemble suffirait à me rendre visible. Je me suis trompée. Il est parti sans savoir, ou peut-être en sachant, mais en s'en fichant. Pendant qu'on descendait son corps au funérarium, je regardais le ciel gris, et je pensais, il n'y aura jamais de réparation. Pas de moment pour dire « Tu m'as fait mal ». Il m'a laissé là, seule avec mes questions, mes manques, et ma colère froide, qui brûlait lentement depuis des années. Une colère d'avoir été oubliée, tout en étant toujours là. Je n'ai pas pleuré tout de suite, pas par force, par blocage, parce que j'avais besoin d'autre chose que des larmes. J'avais besoin d'un face-à-face, d'un dernier mot, d'un reproche hurlé ou murmuré. Il ne m'a pas laissé ça. Même sa mort a été une image, une disparition nette. Et moi, j'étais encore hors cadre. 2 jours après sa mort, une femme m'a appelée, une galeriste. Elle connaissait Jean depuis longtemps, disait-elle. Elle avait toujours voulu faire une rétrospective de son travail. Et maintenant que le maître était parti, elle pensait que le moment était venu. Elle parlait avec admiration, avec enthousiasme. Et moi, j'ai dit oui, sans réfléchir, parce que tout en moi était engourdi. Elle est venue chez nous, a ouvert les tiroirs, les classeurs, les boîtes d'archives. Elle sélectionnait les images avec une vitesse froide, professionnelle. Moi, je me tenais à côté, comme une invitée dans ma propre maison. Elle a choisi ses plus grands moments, ses voyages, ses portraits, ses gloires. J'ai vu défiler notre vie, sans moi, et sans nos enfants. Rien. Pas une trace de notre famille. Le jour du funérail, l'église ressemblait à une galerie. Des tirages géants tapissaient les murs, des projecteurs, des bougies, une ambiance artistique. Les gens prenaient ce des photos, commentaient la composition, la lumière, la profondeur. Moi, je regardais ces images et je me cherchais. Je cherchais mes fils, notre vie. Mais nous n'y étions pas, effacés, encore une fois. Juste avant de partir, je me suis retournée une dernière fois. J'ai balayé la salle des yeux. Et c'est là que ça m'a frappée. Ce n'était pas qu'une absence symbolique. C'était un vide brutal, douloureux, viscéral. Comme si, même après sa mort, Jean avait choisi de nous tenir hors du cadre. Et ce vide-là me faisait plus mal que le cercueil.
Le lendemain de l'enterrement, j'ai pris une décision. J'allais l'effacer, lui aussi. Pas de vengeance, pas de théâtre, juste un besoin vital de reprendre l'espace. J'ai mis une robe noire, noué mes cheveux, et je suis montée à l'atelier. J'avais passé 20 ans à le garder intact. Cette fois, je n'allais pas reculer. J'allais tout démonter. Je suis allée chercher des cartons, de gros, solides. J'ai commencé par décrocher les cadres, un par un. Ses voyages, ses trophées, ses regards du monde. Chaque photo arrachée me faisait du bien. Je respirais plus fort, plus large. Je pleurais aussi, mais c'était une colère chaude, une dignité qui revenait. J'avais été sa logistique, sa femme fantôme. Maintenant, j'allais devenir autre chose. J'allais faire de cet atelier une salle de couture. Ma mère cousait. Moi aussi, je saurais créer, différemment. Je rangeais, je triais, je vidais. Quand j'ai ouvert la grande armoire, derrière les trépieds et les boîtes de pellicules, j'ai vu une chose étrange. Une boîte en bois, un peu usée, mais belle, entaillée à la main. Il y avait un mot gravé au couteau. Odile, ma meilleure lumière. J'ai eu un vertige. J'ai reculé d'un pas. Le cœur tambourinait. Tout s'est figé autour de moi. Je suis restée là, debout, face à cette boîte. Les mains tremblaient. Une part de moi voulait la jeter, l'ignorer, continuer à ranger. L'autre avait peur. Peur de ce qu'elle pouvait contenir, de ce que ça changerait. Peur de découvrir qu'il m'avait peut-être vu, trop tard, ou pas comme j'espérais. J'ai posé les mains dessus. Mais je ne l'ai pas encore ouverte. Je n'ai pas ouvert la boîte dans l'atelier. C'était trop froid, trop technique. Je l'ai portée jusqu'à notre chambre. La chambre. Celle où nos silences dormaient à côté de nous. Je me suis assise sur le lit, la boîte sur les genoux, comme un trésor piégé. Pendant quelques minutes, je n'ai rien fait. J'ai juste fixé l'écriture. Odile, ma meilleure lumière. Mon prénom n'avait jamais eu autant de poids. Mes mains tremblaient quand j'ai soulevé le couvercle. L'odeur du bois ancien s'est mêlée à celle de la lavande de mes draps. À l'intérieur, des enveloppes en papier photo, jaunies, et des négatifs, des dizaines. J'en ai sorti un. Je l'ai levé vers la lampe de chevet. Et là, j'ai vu. Moi, assise, de profil, en train de lire un livre. Pas maquillée, pas posée, juste là, vivante, capturée sans que je le sache. Mon cœur battait trop vite. Je suis passée d'un négatif à l'autre. Moi, en train de marcher, de rire, de pleurer, de coudre, de dormir. C'était irréel. Comme si j'étais espionnée par l'amour. Et pourtant, ce n'était pas une surveillance. C'était une attention, une tendresse cachée, une obsession silencieuse. J'étais bouleversée, perdue entre le soulagement et la douleur. Pourquoi m'avoir gardée secrète? Pourquoi m'avoir vue aussi profondément et n'avoir rien montré? C'était trop. Trop tard, trop tendre, trop cruel. J'ai refermé la boîte brusquement. Je l'ai serrée contre moi. Et j'ai pleuré. Pas seulement pour ce qu'il avait fait, mais pour tout ce qu'il n'avait pas osé dire. J'ai repris mon souffle, lentement. Puis j'ai fouillé plus profondément dans la boîte. Sous les négatifs, il y avait des photos déjà développées. Des tirages petits, doux, un peu jaunis. J'ai posé la pile sur le lit, et c'est là que je l'ai vu. Un vieil album, couvert de papier craft, décoré de gommettes usées. Sur la couverture, écrit de travers, « Les meilleurs moments de papa », l'écriture des enfants. J'ai ouvert la première page. Et j'ai failli m'écrouler. Il y avait une photo de moi, enceinte, assise sur le canapé, le ventre nu, les enfants dessinant dessus avec des feutres. En dessous, il avait écrit « Elle leur a donné la vie. Moi, je n'ai fait que la regarder faire des miracles. » J'ai porté la main à ma bouche, sa voix, dans ma tête, après sa mort. Je l'entendais. Chaque photo racontait un moment,
Un Noël en pyjama. Un pique-nique raté sous la pluie. Les premiers pas de notre fille. Moi, en arrière-plan, les bras tendus. Il avait tout vu, tout écrit. Mon encre. Sa fatigue m'a toujours fait honte. Elle m'a supporté, m'a sauvé. Des mots simples, griffonnés, mais puissants, intimes, presque douloureux à lire tant ils étaient tendres. Je tournais les pages comme on tourne les années. Mon cœur éclatait à chaque ligne. Il ne m'avait pas ignoré. Il m'avait gardé, caché. Peut-être par maladresse, par pudeur, par crainte de trop exposer ce qu'il aimait vraiment. Mais à cet instant, dans ce lit, entre les pages tremblantes de l'album, j'ai su. Il m'avait aimé. À sa façon. En silence. Mais avec une intensité que je n'avais jamais soupçonnée. Je suis restée longtemps assise dans notre lit, l'album ouvert sur les genoux, la lumière tamisée par le soir qui tombait. Puis j'ai tourné la tête. Son oreiller était là, à côté, intact. Je l'ai pris, je l'ai serré contre moi. Et c'est là que c'est arrivé. Tout d'un coup, les larmes, profondes, brutes, incontrôlables. Il sentait encore lui. Cette odeur si particulière, mélange de savon et de vieux tabac. Ce parfum invisible que seul l'amour reconnaît. Je l'ai respiré comme on s'accroche à une dernière preuve. Et j'ai pleuré tout ce que je n'avais pas osé pleurer. Son absence, ses maladresses, mes attentes muettes. La solitude d'avoir aimé si longtemps. En silence. Je ne lui en voulais plus. Pas à ce moment-là. J'étais simplement vide et pleine de souvenirs, de regrets, de tendresse. Comme si chaque image vue, chaque mot lu, chaque photo retrouvée m'avait rendue à moi-même. Mais m'avait aussi ramenée à lui, à ce qu'on a eu et à ce qu'on n'a jamais su se dire. Alors j'ai décidé. J'allais développer les photos, moi-même, une à une. J'allais les regarder en face, les encadrer, les faire exister. Pas pour lui, pas pour les autres, pour moi, pour celle que j'avais été, pour celle que je suis encore, présente, vivante, visible. Je me suis levée tôt le lendemain, avant que la maison ne s'éveille. J'ai descendu les marches à pas feutrés, la boîte dans les bras. Dans le sous-sol, il y avait encore tout le matériel de développement. Il m'avait appris, autrefois, comment faire. Mais je n'avais jamais essayé seule. Ce matin-là, j'ai osé. J'ai préparé les bains, installé les lampes rouges. Et j'ai plongé les premières images dans la lumière. Les visages sont apparus lentement. Moi, dans la cuisine. Moi, en train de border notre fils. Moi, essuyant mes yeux devant la fenêtre. Chaque photo me bouleversait. Je n'avais jamais vu mon reflet ainsi. Vrai, brut, sans pause. J'étais là, fatiguée, marquée, mais terriblement vivante. C'était étrange et beau, presque sacré. J'ai gardé le secret plusieurs jours. Je rangeais les tirages dans des enveloppes, les cachant sous mon lit. Mais un soir, ma fille cadette est entrée sans frapper. Elle a vu les photos sur la table. Elle est restée figée. Puis elle m'a dit, la voix douce mais ferme, « Maman, tu devrais les exposer. Pour lui, pour toi. Une vraie exposition, la dernière. » J'ai senti ma gorge se serrer. Exposer ces images, c'était me mettre à nu. Moi qui avais toujours été derrière, effacée, invisible. J'avais peur. Peur d'être vue, jugée, comparée. Peur qu'on dise « Voilà donc celle qui l'a cachée. » Et pourtant, une petite voix en moi murmurait que c'était le moment de me montrer. Mais je tremblais, comme une débutante, comme une femme qui apprend à exister. Les préparatifs ont commencé doucement. Un cadre, puis deux. J'avais peur de trop en montrer, ou pas assez. J'ai choisi les photos, une par une. Celles où j'étais vraie, pas les plus flatteuses, les plus honnêtes. Des instants de fatigue, de tendresse, d'attente. Je voulais que, pour une fois, on voit la femme derrière le photographe, pas son sujet, son âme sœur,
son oublié. La galerie a été prête en 2 semaines. Une petite salle, mur blanc, lumière douce. Pas de fanfare, juste des images. Ma fille m'a aidé à tout installer. Mes fils, eux, restaient mystérieux. Ils murmuraient entre eux, fermaient leurs ordinateurs dès que j'entrais dans la pièce. « C'est une surprise, maman », disait-il. J'ai souri. Mais une part de moi avait peur. Peur d'être trop exposée, trop vue. Chaque soir, je relisais les petites phrases griffonnées par Jean derrière les photos. C'était elles que j'avais décidé d'accrocher sous chaque cadre. Pas de titre, pas d'explication. Juste ces mots. Elle, ma lumière discrète. Le battement que j'ai caché au monde. C'était étrange de lire ça maintenant, alors qu'il n'était plus là. C'était comme s'il me parlait enfin, à haute voix. À la veille de l'exposition, mes enfants m'ont demandé d'arriver en retard. Juste de 10 minutes. Ils avaient là quelque chose à préparer, disait-il. J'ai accepté, sans insister. Mais mon cœur battait fort. Ce n'était pas seulement l'anxiété de l'exposition, c'était ce pressentiment que quelque chose allait se passer, quelque chose que je n'étais pas prête à ressentir. La galerie était pleine avant même l'ouverture. Des anciens amis, des élèves, des inconnus qui aimaient ces photos. Certains venaient de loin. J'étais dans la petite pièce derrière le rideau, les mains moites. Ma fille vérifiait les lumières. Mes fils faisaient des allers-retours étrangement calmes. Et moi, j'attendais, sans savoir vraiment quoi. On a baissé la lumière, juste un halo doux au fond de la salle. Personne ne voyait encore les images. On ne comprenait pas ce qui se préparait. Puis j'ai senti 2 petites mains prendre les miennes. C'étaient mes petits-enfants. Le plus jeune m'a regardé dans les yeux, tout excité. Il a chuchoté. « Viens, mamie, tu peux entrer maintenant. Papy est incroyable. » Je suis entrée. Les gens ont suivi en silence. Et là, il était là. Jean, debout, en projection. Son corps, sa voix, ses gestes, reconstitués à partir de vieilles vidéos, de fragments, de souvenirs. Il regardait la salle et disait « Merci d'être venu. Ce soir, je vous montre ce que je n'ai jamais osé montrer. Elle, ma lumière discrète, mon centre caché. » Il présentait chaque photo comme s'il était encore vivant, avec ses mots, ceux qu'il avait écrits. Les gens pleuraient, certains murmuraient « C'est comme s'il était encore là. » Mais moi, je ne pouvais pas parler. Je regardais cette image de lui, et pour la première fois, je me sentais vue, aimée, offerte au monde par celui qui m'avait tant gardée pour lui. Mes enfants m'ont alors entourée, sans un mot, un seul geste, un bras de chaque côté. Et j'ai pleuré. Pas de tristesse, de reconnaissance. Je restais là, debout, sans bouger. Autour de moi, les gens passaient d'une photo à l'autre, écoutant la voix de Jean résonner doucement dans la salle. Mais moi, je ne regardais que lui, ou plutôt ce qu'il avait laissé. Ces mots qu'il n'avait jamais osé dire de son vivant, ces regards qu'il m'avait volés sans que je m'en aperçoive. Tout ce silence, transformé en déclaration. C'était étrange, presque irréel. Pendant des décennies, j'avais cru être absente, oubliée, invisible. Et voilà qu'il me montrait au monde, pas comme une muse, ni comme une héroïne, mais comme une présence essentielle, une lumière tranquille. Chaque phrase qu'il disait à travers cette projection était une caresse tardive, un pardon muet, un amour enfin libéré. Je passais devant les cadres, mon image me suivait. Moi qui berçais notre fille, moi qui cuisinais en chantonnant. Moi, la nuit, regardant la pluie derrière la fenêtre. J'étais là, partout. Et pourtant, je n'avais jamais su. Ce qu'il n'avait pas exposé, il l'avait protégé. Ce qu'il avait eu,
Il l'avait gardé comme un trésor. Et aujourd'hui, il me le rendait. Une femme âgée s'est approchée de moi. Elle m'a serré les mains et m'a dit « Vous étiez son chef-d'œuvre ». J'ai souri, pas avec fierté, avec paix. Une paix lente, fragile, mais réelle. Je n'étais plus dans l'ombre. J'étais là, au centre, et tout autour de moi. On écoutait enfin mon silence. Je n'ai jamais touché à son appareil après sa mort. Je n'ai pas cherché à suivre ses traces. Ce n'était pas ma voie. Mais j'ai accroché les photos. Les miennes. Celles qu'il avait prises. Dans le couloir. Dans la chambre. Dans la cuisine. Et chaque fois que je passais devant, je me reconnaissais un peu plus. Pas seulement mon visage, mon histoire, ma trace. Je n'étais plus un reflet flou dans la vie d'un homme célèbre. J'étais une femme, avec un passé, des silences, des enfants, des cicatrices. Et ce passé-là, je l'ai assumé. J'ai cousu de nouveaux rideaux, j'ai changé les cadres, j'ai repeint la porte de l'atelier. Ce n'était plus son sanctuaire, c'était devenu un lieu à moi, à nous, un lieu où la mémoire pouvait respirer autrement. Parfois, je m'arrête devant une photo de moi, toute jeune, riant dans la cuisine. Et je me parle à moi-même. Je me dis « Tu étais là, tu as aimé, tu as porté, tu as tenu bon. » C'est simple, c'est banal. Mais c'est ma vérité. Et je la garde précieusement, parce qu'on ne m'a pas effacée. On m'a simplement gardée, en réserve. Je ne cherche plus à comprendre pourquoi il m'a cachée si longtemps. Peut-être que l'amour qu'on protège trop finit par enfermer. Mais maintenant, je suis libre. Libre de me voir. Libre de me raconter. Et cette liberté-là, c'est la plus belle des œuvres. Quand mes petites filles me demandent, elles viennent souvent me voir le dimanche. Elles courent dans le couloir, rinent fort, grimpent sur le canapé. Un jour, la plus jeune s'est arrêtée devant une photo encadrée. Moi, accroupie dans le jardin, les mains pleines de terre, les cheveux en bataille. Elle a penché la tête et m'a demandé « C'est toi, mamie ?» Je me suis approchée. J'ai souri. « Oui, c'est moi. » Elles en découvrent d'autres. Moi en robe de nuit, moi endormie sur le fauteuil, moi dans la cuisine, les bras levés vers le plafond, riant de quelque chose qu'on ne voit pas. Elles posent des questions. Rien. Pointent du doigt. Et moi, je me redécouvre à travers leurs yeux, comme un conte ancien qu'on raconte enfin à voix haute. Je leur explique doucement qui j'étais, qui j'ai été pour leur grand-père, comment il me voyait, sans jamais me montrer, et comment un jour, il m'a rendue au monde, pas avec des mots, mais avec des images, avec ces silences transformés en lumière. Elles m'écoutent avec attention, comme si j'étais une héroïne secrète. Et à la fin, toujours, la même question revient. Mais pourquoi il ne t'a jamais montré avant ? Et je réponds, le cœur calme. Peut-être qu'il m'aimait trop pour me partager. Peut-être qu'il avait peur. Mais maintenant, je suis là. Et je ne me cache plus. Il n'y a pas eu de finale grandiose. Pas de lumière divine, ni de révélation soudaine. Juste une image. Une que j'ai encadrée moi-même et posée sur ma table de nuit. Moi, assise dans le salon, les yeux dans le vide, une tasse entre les mains. Ce n'est pas flatteur, ce n'est pas joyeux. Mais c'est vrai, c'est moi. Fatiguée, présente, humaine. Parfois, je la regarde avant de dormir. Je ne souris pas, je ne pleure plus, je me reconnais, et c'est tout ce qu'il me faut. Pendant des années, j'ai voulu qu'on me voie. Maintenant, je me vois moi-même. Sans honte, sans attente. Je suis ma propre preuve. Jean n'a pas été un mari facile. Il m'a laissé dans l'ombre trop longtemps. Mais au bout du chemin, il m'a rendue au monde, à mes enfants, à moi, à vous. Et cette image-là est devenue ma dernière maison, celle où je suis entière. Alors chaque soir,
Avant d'éteindre la lumière, je lui murmure. « Tu m'as gardé pour toi. Moi, je me suis donné au monde. » Et je ferme les yeux, en paix. Je n'ai jamais voulu briller. Je voulais juste exister. Être là, quelque part, dans un coin de cadre, dans un souvenir, dans un regard. Aujourd'hui, je suis sur les murs, dans les cœurs de mes enfants, dans les yeux curieux de mes petites filles. Je suis là, visible, enfin. Et vous, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir effacé dans une histoire que vous avez pourtant portée à bout de cœur? Si c'est le cas, laissez-moi un mot. Un mot pour dire que vous aussi, vous êtes là. Je vous lirai, en silence, mais avec toute mon âme. Et si cette histoire vous a touché de quelque manière que ce soit, aimez cette vidéo, abonnez-vous et partagez. Cela aide davantage d'histoires émouvantes comme celle-ci à vous atteindre, vous et d'autres.